Tout ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est j'ai élevé 10 millions, j'ai élevé 3 millions. Et les premières victoires, ça devrait être plutôt j'ai signé un client, j'ai signé 5 clients, j'ai signé 10 clients. Évidemment, la levée est un moyen pour aller chercher ses clients, mais on devrait aller plus rapidement chasser des clients que des investisseurs. J'ai accompagné 60 entrepreneurs en 2 ans sur du pré-seed seed. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est aider l'entrepreneur, accompagner l'entrepreneur sur tous les sujets de financement et de lui donner les moyens de ses ambitions. En quelques mots, qui es-tu ? C'est Lancelot, je suis aujourd'hui VC Scout chez Sharpstone. Est-ce que tu peux pitcher pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que fait Sharpstone et quel est ton rôle ? Mon rôle, c'est d'aller chercher les nouvelles pépites qui vont bientôt lever des fonds. Est-ce que vous avez vraiment besoin de 1 million en equity ou est-ce que vous pouvez prendre que 700 000 en equity et 300 000 en non-dilutif ? Donc en arrivant chez Sharpstone, justement, j'ai pu me former sur tous ces dispositifs et il y en a vraiment beaucoup. BPI, les banques, même la fiscalité. Explique-moi un petit peu comment t'en es arrivé là. J'ai monté ma boîte pendant 2 ans. Qu'est-ce qui a été compliqué pour lancer ça ? J'ai passé quasiment 9-10 mois de roadshow à faire la levée de fonds, du temps que je ne consacrais pas à faire du business. Donc c'est un peu le danger de l'entrepreneur qui ne sait pas déléguer. Le rôle de l'entrepreneur, c'est de parler avec les clients, d'être chez le client. Est-ce que ce modèle actuel de VC est vraiment le bon ? Est-ce que tu y crois encore ? Oui, il n'y a pas forcément autant d'argent qu'à une époque où on finançait un peu, peut-être trop rapidement. Ça a donné peut-être de l'espoir à des entrepreneurs qui n'avaient pas encore les bons chiffres. Tu es plutôt positif sur l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, les VC, ils vont être plus sélectifs, mais je pense que c'est bon. C'est bon aussi pour l'écosystème. Salut Lancelot. Salut Eli. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur La Place, le podcast où on donne la parole aux acteurs du VC en France et en Europe. Je suis ravi que tu sois avec moi aujourd'hui. On a eu le temps de beaucoup échanger depuis quelques temps. Donc vraiment, merci à toi. Eh bien, écoute, un grand plaisir et merci de m'avoir invité. Je suis ravi de passer cette heure avec toi. On va parler aujourd'hui de ton parcours personnel, de tes différentes expériences entrepreneuriales, mais aussi en tant que salarié et de ce que tu fais aujourd'hui dans ton job actuel. J'ai hâte d'en savoir plus. En quelques mots, qui es-tu ? Eh ben moi, donc, c'est Lancelot. Je suis aujourd'hui VC Scout chez Sharpstone et j'accompagne les entrepreneurs justement sur leur financement en seed, pré-seed et plus parfois. Trop bien. Comment t'en es arrivé là ? C'est quoi le parcours un petit peu académique, disons ? Je sais que tu as fait pas mal d'études. Comment t'en es arrivé là ? Eh ben, j'ai commencé par une prépa maths spé en lycée militaire à Brest. Ok. Ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur en génie civil à l'ESTP. J'ai fait un double diplôme en énergie renouvelable. Donc là, jusqu'à là, rien à voir avec le financement. Et ensuite, je suis parti en master entrepreneur, le master XHEC entrepreneur, où j'ai pu justement commencer à avoir des bases sur le financement, sur l'entrepreneuriat. Donc voilà, sur le parcours académique, sur le parcours professionnel, justement en sortant du XHEC, j'ai travaillé 6 mois en fonds d'investissement Impact, en VC. Ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet de consultants entrepreneurs. Donc là, j'accompagnais et je pilotais des entrepreneurs dans un incubateur. Et ensuite, j'ai monté ma boîte pendant 2 ans. Donc Ok. on en reparlera seulement après. Et maintenant, Sharpstone depuis 2 ans aussi. Trop cool. Bon, il y a plein de choses qui m'interpellent et il y a plein de questions qui me viennent en tête. La première, donc, c'est lycée militaire. Qu'est-ce qui se passait ? Tu avais des problèmes de comportement ou alors non ? Explique-moi un petit peu comment Non. t'en es arrivé là. Non, même pas. Alors déjà, la pension, ça fait depuis mes 15 ans que je suis allé en pension à Angers. Et après, en fait, ça allait plutôt bien au niveau du lycée, mais j'étais, on va dire, un peu turbulent à l'école. Mes profs voulaient pas que j'aille en prépa maths spé, sauf que j'étais têtu de base. Voilà. Et du coup, je suis parti. Et en fait, en lycée militaire, ils proposent une alternative qui s'appelle la CPES, classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Donc, c'est une pré-prépa entre terminale et maths sup. Ok. Donc, j'étais content de continuer l'internat avec des amis, d'avoir une alternative pour ne pas forcément ne pas faire maths spé, Ouais. enfin, pour pouvoir faire maths spé. Et ensuite, donc j'ai fait cette pré-prépa, maths spé. Et après, qu'est-ce qu'un lycée militaire ? Ce qui est intéressant, c'est vraiment, t'es en uniforme, tu marches au pas, tu fais lever les drapeaux, et en plus, t'es rémunéré. T'es payé pour faire maths spé. Incroyable. On gagne combien quand on est. C'est pas énorme, on avait une petite solde de 130 € par mois, je crois, mais ce qui était nourri, logé, blanchi et éduqué, on va dire. Trop cool. C'était chouette. Et justement, ça me fait penser, donc toi, ensuite, tu as été entrepreneur, et même aujourd'hui, même dans le monde du salariat, il y a une valeur qui se perd un petit peu aujourd'hui, je trouve, c'est tout ce qui tourne autour de la discipline. Est-ce que tu penses que justement, être passé par un lycée militaire comme ça t'a vraiment appris cette discipline qui est vraiment, je pense, indispensable pour entreprendre aujourd'hui ?
Ce serait plus de la rigueur, je dirais, que de la discipline. Enfin, les deux sont intimement liés, mais je pense que ouais, le lycée ça t'aide un petit peu ton lit au carré tous les matins, des habitudes. Et je pense que la prépa aussi, maths P, t'apporte une rigueur aussi scientifique et logique, on va dire, qui aide, je pense, justement dans l'entrepreneuriat, d'avoir un peu de la rigueur et effectivement une sorte de discipline à avoir sur ton quotidien, ce que tu dois faire. Voilà. Et après la partie militaire, je dirais le côté abnégation qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat, enfin en tout cas que j'ai retrouvé personnellement. Ok, incroyable. Et donc ensuite, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller justement en école d'ingé, de faire une prépa, etc. T'avais ça en tête depuis petit, disons, ou alors c'est venu au fil des années? C'est venu au fil des années. Alors à la base, je voulais faire Saint-Cyr. Donc voilà. Et finalement, en prépa militaire, du coup, tu fais les concours classiques maths P, notamment Saint-Cyr. J'ai simple et bonne raison, j'ai pas eu Saint-Cyr, j'ai eu le STP et je m'étais dit est-ce que je cube parce que je redouble. Je me suis dit bah non et en fait j'étais même pas sûr de vouloir faire je pense militaire toute ma vie. Je voulais faire Saint-Cyr parce que ça m'excitait énormément, ça me passionnait. Mais non finalement j'ai fait le STP, je me dis bah si jamais je fais Saint-Cyr je pourrais pas revenir sur le civil. Si je fais une école d'ingénieur, je pourrais toujours faire une passerelle pour aller à Saint-Cyr. Et finalement je me suis plus dans le civil et je suis très content d'avoir fait ce choix. Et donc ingénieur en génie civil. C'est ça. Tu as eu l'occasion de faire des stages dans ce domaine-là? Ouais, j'ai fait un premier stage en humanitaire au Cambodge. Donc, c'était pas vraiment génie civil, mais on a construit une école. Et on donnait des cours d'anglais aux enfants. Et ensuite, le deuxième stage, plus dans le génie civil pour le coup, c'était 3 mois et on a construit la tour Trinity avec l'entreprise Batec, qui est une filiale de Vinci. Et mon rôle, c'était assistant conducteur de travaux. Ok, incroyable. Et donc, à quel moment tu te dis, bon, finalement, peut-être que le génie civil, ça me correspond pas à 100%, j'ai peut-être envie de découvrir d'autres horizons? On va dire c'est le moment où l'entrepreneuriat a un peu toqué. Pendant mon école d'ingénieur, on a eu un projet avec un de mes meilleurs amis. On a fait le 4L Trophy. Ok. Et pour le 4L Trophy, je sais pas si t'es familier, mais en gros, voilà, faut Explique pour nos éditeurs. faut trouver des sponsors Non, on va faire l'inverse. Le 4L Trophy, c'est tu pars en 4L dans le désert marocain pour apporter des fournitures scolaires, etc. Donc à la base, c'est plutôt un défi solidaire, parce que tu es avec tous les autres 4L, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément encore très bien les mécaniques. Si tu as un problème sur la route, du coup, tu vas t'entraider, etc. On est 3000 étudiants, donc 1500 4L, c'est par deux. Et tu pars de Paris, tu arrives après à Biarritz, c'est le départ officiel. Mais déjà, tu as des voitures que tu croises un peu sur l'autoroute pour aller jusqu'à Paris, enfin, depuis Paris pour Biarritz, que tu rencontres, que tu retrouves. Tu dis, ça y est, on va faire tous ensemble le même défi. Et c'est 10 jours donc dans le désert marocain. Donc voilà. Et l'idée, c'est de chercher des sponsors pour financer ce projet, qui est un projet à environ 10 000 euros. Mais on va dire que c'était ma première levée de fonds. Donc moi, voilà, il a fallu que je fasse mon premier pitch deck, enfin ma présentation, mon BP aussi, quels sont les financements que je vais avoir récupérer, et surtout de la prospection, ce que j'ai adoré justement. Et je suis allé, c'était à Cachan, à l'ESTP, et j'ai fait toute la grande avenue, de pas loin d'ici d'ailleurs, j'ai fait du porte-à-porte à les boulangeries. Enfin, l'anecdote, on a un kebab qui nous a sponsorisé. On a aussi Vinci qui nous a sponsorisé. Mais voilà, donc c'est vraiment... Et aussi des assos de notre école, notamment le forum ESTP. Donc on est arrivé au budget voulu, donc on était très contents. Et voilà, et c'est là où je me suis dit, cette phase de recherche de financement, pitch deck, on va dire mini plan financier et prospection, vraiment j'ai adoré. Je passais même des week-ends où j'allais faire ça, ça m'amusait. Et c'est là où, du coup, je me dis, en fait, le côté entrepreneuriat m'intéresse et je pense que je vais partir là-dedans. Ouais, tu avais envie de créer quelque chose de toute pièce et voilà, de tout donner pour ça. Voilà, exactement. Et puis, c'était à l'ancienne, donc porte à porte, parce que LinkedIn n'était peut-être pas aussi développé qu'aujourd'hui. C'est ça. Puis, tu es étudiant, donc tu n'utilises pas beaucoup LinkedIn, ni de prospection digitale, on va dire. Donc là, c'était vraiment porte à porte, vraiment en mode, voilà, comme la tombola. Faut que tu ailles vendre tes tickets. Et donc, après cette expérience du 4L, tu t'es dit, OK, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux faire du business, il faut que je trouve une formation associée. C'est ça. Et en fait, je suis parti, à ce moment-là, j'étais en Écosse pour un double diplôme en énergie renouvelable, justement. Et j'ai choisi, donc j'ai postulé pour les masters entrepreneurs. Et après, du coup, je suis parti dans celui d'XHEC. La petite anecdote, c'est qu'en fait, ils m'avaient mis en liste d'attente. Et c'était en juin, et j'ai appelé quasiment tous les jours. Sur le 01 d'HEC, je dis voilà, je suis encore sur les attentes. Il me dit on peut pas vous dire où vous êtes. Je dis c'est pas grave, je rappellerai demain. Et j'ai rappelé quasiment tous les 3 jours pendant tout l'été. Et j'avais été pris dans le master ESCP, donc j'avais validé. Et 2 jours avant l'entrée du master ESCP, et qui était la même date que XHEC,
Je reçois un 06 qui m'appelle, il me dit Lancelot, il y a eu un désistement, enfin on t'appelle quoi. Enfin, il y a eu un désistement, on t'a appelé. Donc j'étais content, mais c'était un 06, je me dis c'est un ami qui me fait un canular ou j'en sais rien. Je dis est-ce que c'est possible de m'envoyer un mail? Il me dit mais c'est oui ou c'est non. Je dis bah je vais prendre un peu de temps pour réfléchir. J'ai appelé mon frère, je dis t'en penses quoi? Il me dit bah évidemment que tu y vas. Du coup j'ai rappelé 10 minutes après, je fais ok c'est bon je viens. Donc voilà, Ok. petite anecdote. Donc la morale, c'est que faut pas lâcher Non, quand tu veux faut rien vraiment lâcher. quelque chose et que tu veux y arriver, tu lâches pas. Faut rien lâcher. Et puis de pas non plus être forceur, mais moi j'avais toujours un peu le sourire au téléphone. Je disais c'est pas grave, je rappellerai demain. Ouais, c'est ça. Et Mais avec un grand sourire. c'est comme dans l'entrepreneuriat ou dans quoi que ce soit, tu prospectes, tu vas te prendre des refus. Quand tu lèves des fonds, bah, tu vas te prendre des refus. Tu continues bah, jusqu'à ce que tu réussisses. Et ça, tous les entrepreneurs qu'on écoute, Ouais. ils le disent tous, donc c'est que ça doit être vrai. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, là, pour le coup, ça a marché. Et qu'est-ce que tu as appris justement dans ce master? Parce que bon, il est de renommée mondiale, on peut dire. Et qu'est-ce que tu apprends là-dedans? C'est une bonne question. Après, moi, je venais du génie civil, donc j'ai appris toutes les bases, on va Ouais. dire. T'apprends aussi l'effet réseau, qui est évidemment très important. Qu'est-ce que tu appelles l'effet réseau? Parce qu'on en entend toujours parler, oui, faire une grande école, c'est avoir accès à un réseau, etc. Mais comment ça se concrétise pour quelqu'un qui n'est pas du tout de ce milieu-là? Bah, ce que je dirais, c'est que, en fait, moi, je résumerais ça comme l'entrée pour entrer dans ce master est très compliquée. Ce qui apporte de la valeur à ce master. Mhm. Les cours, on avait aussi évidemment des intervenants incroyables, donc vraiment qui m'ont marqué. Donc je pense que déjà ça c'est la qualité des intervenants, la qualité aussi du process d'admission. Et je pense que quand maintenant je vois encore des gens dans le pro qui sont XHEC, je me dis on a fait un peu le même parcours pour y arriver, pour passer dans ce master. Donc je me dis c'est les gens qui ont la dalle, des gens qui n'ont pas abandonné et les gens qui sont entrepreneurs. Donc voilà. Après moi j'ai eu de la chance aussi. Mais effectivement, c'est surtout ça. C'est déjà ceux qui enfin, en gros, on avait le même parcours pour arriver jusqu'au bout. Donc, on est passé par un peu les mêmes galères. Ouais. Et après, évidemment, bah, du coup, c'est effectivement un réseau qui est intéressant quand tu vois des investisseurs, justement pour ma boîte où j'ai levé des fonds. Bah, le tampon XHEC aide quand même un petit peu, effectivement, ça rassure. Ils disent pas forcément que je suis brillant, mais ils disent bah, il a réussi à faire ce master, ce qu'il a. Il a pu réussir à faire des choses pas trop mal. Ok, ouais, donc ça t'a vraiment réellement servi et à un moment donné, ça t'a donné un coup de pouce, un vrai coup de pouce. Ouais, Une vraie différence. ouais, ça m'a. C'était dur d'y arriver, donc je suis content que ce coup de pouce ait fonctionné derrière. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, tes parents, justement, de ce parcours bah, qui peut être vu de l'extérieur un petit peu atypique, quoi. Tu passes de l'un à l'autre. Bah, effectivement, le STP, donc mes parents étaient contents, on me dit bah parfait, il va être chez Vinci, il va faire le schéma classique, une grande entreprise et surtout une carrière, ce qui est plus trop la mode aujourd'hui. Et quand j'ai été pris dans le master, effectivement, mes frères et sœurs et ma mère étaient trop contents et trop fiers. Mon père m'a dit avec un petit sourire, il me dit bah, j'espère que tu auras un loyer pas trop gros. Mais j'étais content, ils étaient fiers. Ouais. Mais c'est ça qu'ils se disent, mais ça t'as fait une école d'ingé, pourquoi tu continues à refaire ça voilà. Donc, et l'entrepreneuriat, pour lui, c'était pas forcément quelque chose de très concret, je pense, à l'époque. Pourtant, lui, il est ostéo, c'est ça? C'est ça. Lui, il est ostéopathe, donc c'est un entrepreneur un peu différent. Mais l'entrepreneuriat de la Startup Nation, je pense que c'était quelque chose de pas très concret pour lui à l'époque. J'imagine. Ok. Et donc, tu fais ce master en entrepreneuriat et donc, comment ça se passe? Et au cours de l'année, vous êtes poussé à créer un projet ou alors c'est que à la fin du master où tu as lancé ton projet entrepreneurial? Alors, le programme est structuré en 3 grandes étapes. La première, c'est la mission création d'entreprise. Donc là, tu es en trinôme et tu apprends, on va dire, à monter une boîte. La deuxième, nous, on avait fait redressement judiciaire. Donc ça, c'était hyper intéressant. On avait justement un entrepreneur, enfin dans le réel, on devait vraiment l'aider pour un redressement judiciaire. On a pitché au tribunal de commerce. Et la troisième étape, qui est plutôt Launchpad, donc c'est là où il y en a qui, la moitié vont à Berkeley, la moitié va à Berkeley, l'autre moitié va au Launchpad, et du coup là, c'est à 6 mois pour monter ta boîte. Okay. Donc là, on choisit nos trinômes cette fois-ci. Le premier trinôme, du coup, c'était affecté. Et donc là, on choisit donc notre trinôme. On part au Launchpad, et nous, on a voulu lancer une boîte dans le loisir et dans tout ce qui est expérience. Malheureusement, le Covid arrive. Donc le projet, forcément, ça a un peu craché. On a quand même fait l'exercice jusqu'au bout, on a pitché devant les investisseurs, etc. Même si on savait qu'on ne lancerait pas le projet. Donc à la suite du master, qu'est-ce que tu as fait?
Et à la suite du master, donc moi, il y avait un côté impact que je voulais depuis le début aussi du master et même d'avant, dans justement mon master en énergie renouvelable. J'ai pas trouvé de projet dans la majeure, justement, pour se lancer. Donc, je suis parti en fonds impact, donc chez StarQuest Capital, un fonds impact, justement, qui investit dans des projets plutôt green tech, etc. Donc, c'était très formateur. Donc, c'était plutôt série A, enfin, seed, série A, série B. Donc, voilà. Et tu faisais quoi chez eux, du coup? J'étais analyste, VC analyste. Donc, en gros, tu analyses des dizaines de dossiers par semaine. Donc, tu rencontres des entrepreneurs qui sont passionnés et donc passionnants. Et tu as une sorte de fiche d'analyse pour dire est-ce que ça pourrait rentrer dans notre thèse ou pas. Et ensuite, tu en parles avec justement ton associé, puis ton principal, puis le partenaire. Schéma, on va dire VC un peu plus classique. Ok, ça a duré 6 mois et ensuite? C'est ça. 6 mois. Et après, donc, je suis parti en consultant entrepreneur. Donc, je voulais passer un peu de l'autre côté. Ouais. Le côté plus derrière la table, aider l'entrepreneur et être avec l'entrepreneur. C'est moi ce qui m'a toujours attiré vraiment. Donc là, j'étais dans un cabinet de conseil entrepreneur. On a été missionné on avait plein de missions, notamment ils avaient créé un incubateur. C'est eux qui ont créé Léonard, l'incubateur de Vinci. Donc on avait des workshops, on aidait les entrepreneurs. Je suis allé accompagner, j'ai fait des masterclass dans un incubateur à Casablanca aussi, au Maroc. Et ensuite, on a été missionné sur une série A pour un entrepreneur qu'on a accompagné pour sa levée de fonds. Ok. Et à partir de quel moment tu lances la boîte sur laquelle tu as travaillé? C'est au-delà de 6-7 mois, je vois un projet avec un startup studio. Ils avaient une technologie, mais ils n'avaient pas vraiment de cas d'usage. Et en fait, quand j'étais en fonds d'investissement, on analysait justement l'impact des sociétés, mais c'est un peu compliqué d'avoir et du temps réel et de l'objectivité. Parce que souvent, tu vas avoir un rapport RSE, mais qui va dater de l'année dernière, donc c'est déjà obsolète. L'impact en temps réel est obsolète. Et surtout, c'est autodéclaratif. Donc finalement, l'entrepreneur / l'entreprise met ce qu'il veut et on ne sait pas si c'est réel. Et c'était un peu la tendance de balance ta startup, etc. Donc je me suis dit, ce qui serait intéressant serait d'analyser la réputation, la e-réputation ESG, environnement social et gouvernance, en temps réel, pour avoir quelque chose d'objectif, puisqu'on veut dire avec le volume de la foule, on va essayer d'être vers de l'objectivité. Et en temps réel, parce que du coup, aujourd'hui, tu tweets toutes les 2 secondes, Facebook, Instagram, etc. Donc nous, on prenait toute cette e-réputation ESG qu'on traquait en temps réel. Et on avait fait l'exemple d'Orpea, on avait quasiment 1 an d'avance avant que les scandales éclatent, parce qu'on avait trouvé des articles en Pologne et au Portugal qui parlaient de maltraitance, etc. Ok. Ouais, donc tu allais récupérer la donnée, tu la traduisais et ensuite, ok, hyper intéressant. Et donc tu vendais ça directement aux entreprises? Alors, qui étaient tes clients en fait? On vendait aux fonds d'investissement. Des asset managers, justement, dans lesquels est-ce qu'ils investissaient ou pas, est-ce qu'ils ont une bonne réputation ESG ou pas, justement, les fonds qui étaient article 9, qui devaient du coup avoir cette sensibilité de l'impact dans leurs investissements, et du coup, on essayait justement de leur vendre ça. Et après, il y avait une autre cible qu'on aurait pu creuser aussi, c'était les entreprises qui puissent, on va dire, regarder leur propre e-réputation. Le danger, c'est du coup, ça peut aussi faire face au greenwashing. Ouais. C'est pour ça qu'on est resté sur la cible plutôt asset management. Hyper intéressant. Qu'est-ce qui a été compliqué pour lancer ça? Tout. Non, j'exagère, mais forcément, la structuration avec le pack d'actionnaires, avec le startup studio, qui prend combien, etc. Au début, il y avait des parts où c'était pas forcément très clair. Donc, j'ai dû négocier avec eux, sauf qu'il y avait 5 bonhommes très seniors. Et moi, je sortais d'études quasiment. Donc, c'était très formateur. Je dirais le recrutement, et les premiers recrutements surtout. J'étais quasiment solo founder pendant 8 mois, avec quand même le startup studio. Mais ensuite, il fallait que je recrute mon CTO, parce que moi, je suis tech de base, mais je préférais la partie commerciale, moi, qui m'intéressait. Donc, j'ai recruté mon CTO. Ça a été vraiment une super aventure. On est encore amis, etc. Ensuite, recruter les alternants, les stagiaires, etc. Donc, le recrutement, la prospection, évidemment, d'aller voir justement ces asset managers, avoir un outil qui n'est pas encore vraiment live. Donc, c'était un peu complexe. Et ensuite, évidemment, la levée de fonds. Donc, j'ai passé quasiment 9-10 mois de roadshow solo à faire la levée de fonds. Mais du coup, c'est du temps que je consacrais pas à faire du business. Donc, c'est un peu le danger de l'entrepreneur qui ne sait pas déléguer, notamment sur la levée de fonds, etc. Parce que je pense que le rôle de l'entrepreneur, c'est d'aller chercher, de parler avec les clients, d'être chez le client et de vraiment apporter de la vraie valeur pour le client. Et du coup, tu as levé des fonds sur la base de quoi? Donc, j'ai levé sur un pitch deck qui projetait cette startup, justement, on va dire tech, dans l'IA et dans l'ESG, donc qui leur plaisait. Je suis allé voir évidemment des business angels au début, parce que les VC, j'étais un peu trop early, et pas de traction commerciale, ou pas de réelle traction, en tout cas de clients. J'avais une sorte de comité de personnes avec qui je discutais, justement pour utiliser l'outil quand il sera live. Donc, cette première traction de communauté, on va dire, de prospects, a rassuré certains investisseurs.
puis 1, puis 2, puis 3 investisseurs. On a levé jusqu'à 300 000 euros en BSAR. Donc voilà un petit peu la levée de fonds. Trop bien. Et donc après, avec ces fonds, jusqu'où tu as pu aller dans cette aventure? Donc en fait, on a levé donc 300 000 euros en BSAR auprès de Business Angel et du Startup Studio pour justement recruter une équipe tech pour arriver à une V1 de notre produit qui était plutôt abouti. Ok, trop bien. Et comment ça s'est fini cette aventure? Bah justement, on avait une V1 plutôt aboutie. On présentait plutôt à des prospects, mais qui étaient des grands comptes. Et en fait, on n'a pas la même temporalité. Donc pour eux, j'ai fait trop d'allers-retours prospects et pas assez d'allers-retours clients. J'aurais dû signer plus rapidement des POC ou des MVP, enfin ce MVP, et du coup avoir des POC avec des proof of concept. Mais voilà, avec des entreprises. Et en plus, à lever, on avait 300 000 euros, mais on n'a rien récupéré en non dilutif. Donc, l'argent public qu'on aurait pu faire effet de levier, avec laquelle on aurait pu faire effet de levier, donc du BPI, du bancaire, etc. Donc, on était à court d'argent. Donc, on a arrêté la boîte, on a fait une liquidation à l'amiable parce qu'on n'avait pas de dette. C'est quand même une bonne chose. Et voilà. Trop bien. Bon, j'imagine que malgré tout, ça reste une phase d'apprentissage énorme et qui te sert encore aujourd'hui et qui te rend aussi peut-être légitime face aux entrepreneurs que tu accompagnes aujourd'hui. Donc, c'est une bonne transition pour parler un petit peu de ton travail aujourd'hui chez Sharpstone. Est-ce que tu peux pitcher pour quelqu'un qui ne connaît pas ce que fait Sharpstone et quel est ton rôle chez eux? Ouais, bien sûr. Donc, justement, comme un peu de mes erreurs, justement, le fait de ne pas avoir géré la partie non dilutive, argent non dilutif sur ma levée, ce qui m'a du coup, par définition, du coup, j'ai eu moins d'argent. Donc, la boîte a craché. Donc, maintenant, aujourd'hui, chez Sharpstone, j'accompagne les entrepreneurs pour justement leur stratégie de financement non dilutive. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont lever, par exemple, 300 000 ou même 1 million d'euros. Moi, mon rôle, ça va être de leur expliquer, sur ces 1 million, est-ce que vous avez vraiment besoin de 1 million en equity ou est-ce que vous pouvez prendre que 700 000 en equity et 300 000 en non dilutif? Parce qu'effectivement, grâce à des leviers comme BPI, les banques, même la fiscalité, on va pouvoir arriver à ce besoin de financement de 1 million, mais pas forcément que de l'equity, mais justement d'avoir un mix, une sorte d'ingénierie de financement intelligente pour avoir le meilleur dimensionnement possible. Ok, donc on lève de l'argent, on fait levier. Les effets de levier, c'est du côté, comme tu disais, BPI et banque principalement. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'argent non dilutif, on va dire? Ouais, il y a la partie fiscale, donc crédit d'impôt innovation, crédit d'impôt recherche. Peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais donc il y a ça. Il y a les prêts d'honneur aussi. C'est du bancaire, mais c'est des prêts à taux zéro. Donc voilà, il y a pléthore d'offres. C'est pour ça aussi que je ne m'étais pas concentré sur ma boîte d'avant, sur le non dilutif, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je reste convaincu qu'un cabinet a toute sa place pour aider l'entrepreneur pendant que lui se concentre sur sa levée et sur son business, pendant que tout ce qui est financement non dilutif, donc souvent aussi des dossiers administratifs assez longs, savoir déléguer ça à des gens qui savent bien le faire avec un bon track record. En plus de cet accompagnement que vous faites avec Sharpstone sur le non dilutif, est-ce que ça vous arrive aussi d'accompagner sur la partie dilutive, on va dire, donc en equity directement? Est-ce que vous investissez? Ouais, on a deux parties chez Sharpstone. On a Sharpstone Advisory, donc là c'est du cabinet de conseil en financement de l'innovation. Et on a Sharpstone Capital. Donc là, on peut investir aussi des tickets entre 20 et 100 000 euros, mais chez les clients avec qui on a déjà travaillé sur la partie non dilutive. Donc ça, c'est vraiment la première thèse dans l'investissement. Voilà, ça fait 10 ans qu'on existe sur la partie non dilutive et 4 ans qu'on investit sur la partie capital. Et on a une quarantaine d'investissements. Toi, du coup, au quotidien, tu accompagnes tout type de boîte ou alors il y a des secteurs que tu préfères accompagner? Alors, on accompagne tout type de boîte à partir du moment où il y a de l'innovation. Pourquoi? Parce qu'en fait, BPI finance l'innovation. Donc, par définition, on accompagne les boîtes qui font de l'innovation. Et après, on reste assez agnostique. C'est la mobilité, ça pourrait être justement dans la medtech, healthtech, biotech. On a un peu tout type de secteur. Et moi, ma particularité, c'est plutôt les boîtes impact ou mobilité ou smart city de manière générale, justement avec le STP, etc. Ok, ouais, donc ça suit un petit peu le parcours que tu avais, le parcours académique que tu as eu. Et est-ce que, au-delà de accompagner au financement, toi, en tant qu'entrepreneur, j'imagine que quand tu as lancé ta boîte, tu étais à la recherche de synergie, de créer des partenariats, etc. Est-ce que dans ton quotidien, tu continues de créer ce genre de synergie, peut-être entre vos clients et entre les startups que vous accompagnez? Oui, effectivement, on accompagne des entrepreneurs qui peuvent être utiles à d'autres. Donc, il peut y avoir des synergies business entre nos startups. Ok. Sur ton rôle au quotidien, donc tu as dit que tu étais VC Scout. On n'en a pas encore reçu aujourd'hui. Si tu devais expliquer en quoi ça consiste et à quoi ressemble une journée finalement. Ouais.
Je vais pas faire, il n'y a pas de journée type, mais effectivement, c'est assez varié. Mon rôle, c'est d'aller chercher les nouvelles pépites qui vont bientôt lever des fonds et sur lesquelles on pourra faire un effet de levier. On va dire c'est globalement ça. Donc il y a plusieurs méthodes. Soit aller à Station F, soit faire des masterclass justement sur le non-dilutif dans les incubateurs et accélérateurs. Comme ça, du coup, les entrepreneurs me connaissent et on peut du coup poursuivre des discussions et je les accompagne derrière. On fait du mailing, on fait du LinkedIn. Donc voilà, il y a plusieurs canaux de prospection, on va dire. Okay. Moi, mon rôle, c'est justement de recevoir et de dénicher ces entrepreneurs pour justement les accompagner sur les sujets non dilutifs et d'arriver au bon moment. Parce que s'ils ont déjà levé, bah, du coup, souvent, ils sont déjà accompagnés par un cabinet ou ils l'ont fait eux-mêmes. Et si c'est trop en amont, bah dans ce cas-là, il faut que je reprenne contact dans 6 mois, puis dans un an, et ça prend du temps. Donc, il faut trouver le bon moment. Et pour un entrepreneur, c'est quoi le bon moment justement pour se poser cette question? Et bah pour ceux qui nous écoutent, ceux qui sont en train de lever des fonds, ils sont sécurisés entre 50 et 60% de la levée. Là, nous, on peut commencer à discuter, commencer à parler avec BPI et les banques de votre levée qui est déjà, on va dire, une partie sécurisée. Comme ça, nous, on peut travailler le dossier et en amont. Comme ça, on peut travailler le dossier en amont du closing. Et le jour où vous closez, on prend un screen de trésorerie, on le met dans le dossier et comme ça, on envoie directement aux financeurs. On voit beaucoup d'offres sur le marché autour du financement dilutif, non dilutif. Sharpstone, comment vous vous différenciez par rapport à la concurrence, justement? Bah, en un mot, on fait le one-stop shop du non dilutif. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que du coup, on va pouvoir avoir un consultant de très bon niveau, justement, parce qu'il est capable de faire tout ce one-stop shop. On doit forcément avoir des consultants qui sont très bons. La plupart sont des ingénieurs et des financiers. Pour pouvoir faire et du BPI, et du bancaire, et du fiscal, et de l'appel à projet, et de la région, voilà. L'idée, c'est que justement, un entrepreneur n'ait pas 5 cabinets différents sur des dispositifs. C'est qu'il est tout concentré chez Sharpstone. Donc ça va être le one-stop shop. Et ensuite, on a une forte appétence deep tech, on a des PhD en interne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aussi, effectivement, la deep tech, c'est là où il y a le plus de financement public. Et c'est là aussi où il y a le plus de difficultés à orchestrer tout ça. Donc, on est obligé d'avoir des profils très capés pour pouvoir gérer cette orchestration de financement. Et un jeune étudiant aujourd'hui qui voudrait rentrer chez Sharpstone, si tu avais un conseil à lui donner? Bah, il y a différents profils. Il y a le profil VC Scout, donc, qui est plus, on va dire, classiquement un commercial. Le rôle de VC Scout, c'est d'aller chercher justement des ces pépites, de leur vendre un petit peu les effets de levier, le non-dilutif, ce qui existe, etc. Et pourquoi c'est important de déléguer et pas de le faire soi-même. Et après, il y a les consultants qui, eux, vont produire les dossiers de financement. Et eux, donc, ce sera plus des profils plutôt ingénieurs de base, avec une appétence pour la finance. Ok, hyper intéressant. Mais par contre, aujourd'hui, les profils en interne sont vraiment... Enfin, c'est des top ingénieurs et des top financiers. Sur la partie consultant, on a vraiment une très, très grosse équipe. Et c'est pour ça, je pense que la différence... Ça, c'est important, mais je pense que c'est important aussi de noter que la différenciation par rapport à d'autres cabinets, je pense aussi celui qui va produire. Et aujourd'hui, on est assez fiers de nos équipes parce qu'ils sont vraiment très bons. On est hyper à l'aise dans le propal de marquer les CV des gens qui vont faire les dossiers. Et c'est souvent ce qui fait la différence. Ouais, la transparence et finalement, on est fiers de nos résultats et on sait qu'on va avoir des résultats, donc on n'a rien à cacher finalement. C'est ça. Nous, on va pas médire sur les autres concurrents. On sait ce qu'on vaut, on sait qu'on est bon. On a aussi nos résultats. On accompagne des super gros projets. On a gagné des appels à projets assez complexes avec BPI. Donc ouais, on a une grosse équipe, on va dire très, très solide. Ton rôle justement, donc en tant que VC Scout, c'est de trouver les pépites. C'est quoi ton secret pour justement aller les chercher? Bah, c'est une bonne question que je vais cacher. C'est une bonne question parce qu'effectivement, il va falloir connaître les infos qui sont pas officielles et qui sont pas sur LinkedIn, etc. Parce que sur LinkedIn, tout le monde peut te contacter. Moi, ma technique à moi, ça va être plutôt sur le relationnel. Avec les gens que je connais, un exemple, les VC, ils vont me dire, putain, j'ai vu un entrepreneur un petit peu qui va bientôt lever, mais c'est encore un peu secret. Tu le contactes à ce moment-là, de la part d'eux en plus, tu vas créer quelque chose d'assez fort. Donc je pense que je dirais vraiment le relationnel. C'est là où tu peux créer un petit peu un sentiment de confiance avec des partenaires, des fonds, des accélérateurs, des incubateurs, ou même des entrepreneurs justement. Les entrepreneurs que tu accompagnes déjà, s'ils sont contents de ce que tu fais, ils vont te dire, je vois que d'autres entrepreneurs aient la chance aussi d'être accompagnés par un bon cabinet. Donc c'est comme ça. Donc je pense pour dénicher, ça va être créer du lien avec des gens, aller aux events, parler aux gens
et leur dire, est-ce que tu n'aurais pas un entrepreneur justement qui aurait peut-être besoin qu'on l'accompagne là-dessus? Ouais. Et souvent, tu as des super pépites. Ouais, ça a été en fait le fil conducteur un peu dans tout ce que tu as fait jusque-là. Donc, c'est impressionnant et c'est un très bon conseil pour tous nos éditeurs. Donc, ça fait 2 ans que tu es chez Sharpstone, justement, que tu accompagnes pas mal de startups. Qu'est-ce que finalement tu as appris? Bah, beaucoup de choses, mais je dirais l'ingénierie de financement. C'est-à-dire que comment orchestrer entre ta levée de fonds, les financements publics, comment tu dois dimensionner ta levée, quel est ton besoin réel entre même l'equity et le non-dilutif, et comment justement orchestrer tout ça pour avoir la meilleure levée possible et pour avoir la meilleure equity story possible. Ok. Et comment tu as appris ça? Tu as appris ça sur le tas? Tu as appris ça en lisant des bouquins, en parlant avec les partenaires? Comment tu as fait? Très bonne question. Bah déjà, dans la douleur, puisque je ne l'ai pas fait pour ma propre boîte, donc j'ai perdu, j'aurais pu prendre, j'aurais pu essayer d'aller chercher plus d'argent. Mais surtout, évidemment, chez Sharpstone, avec mes partenaires et même les consultants chez Sharpstone qui sont tous vraiment très brillants et qui sont très à l'écoute pour m'aiguiller sur les différents dispositifs de financement, etc. Donc, c'était vraiment sur la partie equity. Je connaissais la partie levée de fonds. Ouais. Je l'avais vécu, même si petite, je voyais bien ce que c'était, ayant travaillé en VC, et la partie non-div, beaucoup moins. Donc, en arrivant chez Sharpstone, justement, j'ai pu me former sur tous ces dispositifs, et il y en a vraiment beaucoup. Donc, les dispositifs BPI, les dispositifs bancaires, les dispositifs fiscaux. Donc voilà, tous ces dispositifs, ça, je les ai appris sur les 2 dernières années, et aujourd'hui, c'est pour ça d'avoir cette casquette 360 entre levée de fonds, equity non dilutif, je trouve est vraiment intéressante pour un entrepreneur. Très bien. On parle depuis tout à l'heure, on en a parlé en parlant de ton parcours académique, on en a rapidement parlé aussi pendant tes différentes expériences professionnelles. On voit que le réseau prend une grande place dans ta vie et est très importante. Comment tu as construit ce réseau et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Eh ben, bonne question sur la partie réseau, effectivement. Déjà avec les partenaires, donc c'est-à-dire que tous les incubateurs et accélérateurs, ils font appel à on va dire des intervenants pour parler de certains sujets, notamment le non dilutif. Donc c'est comme ça que j'ai commencé avec un incubateur, puis un deuxième, puis après de la recommandation pour d'autres incubateurs. Donc là aujourd'hui, je fais des masterclass, je pense dans peut-être 6, 7, 8 incubateurs au sein de Station F. Okay. Quand tu dis masterclass, c'est-à-dire tu vas présenter un sujet bien particulier ou c'est tout le temps le même sujet? Non, c'est plutôt sur c'est quoi les premiers financements non dilutifs, comment les orchestrer et à quel moment on va dire les déclencher. Ouais, en fait, t'es un peu un prof pour les startups de Station F, disons. Sur la partie non dilutive principalement et les premiers financements. De ce que j'ai vécu, mon retour d'expérience qui est pas énorme, mais du coup sur les premiers financements quand je me suis lancé. Ok. On te voit beaucoup sur LinkedIn également. On parle de Startup Nation, etc. Donc on est obligé de parler de LinkedIn. Comment tu utilises LinkedIn toi, au quotidien et qu'est-ce que ça t'apporte? Au début, moi, j'étais pas trop à l'aise pour publier, etc. Mais en fait, rapidement, quand je suis arrivé chez Sharpstone, j'avais quelques amis en fonds d'investissement, en VC. Du coup, je leur ai proposé de prendre un verre. Puis le mois d'après, il y avait eux plus 5 autres VC, etc., etc. Maintenant, ça fait 2 ans, on est 95 dans la liste des verres VC que j'organise. Et en fait, à chaque fois, il y avait des discussions vraiment patientes sur justement l'equity story, etc., sur les fonds d'investissement, ce qu'ils voyaient, les entrepreneurs, l'écosystème VC. Et je me suis dit, au début, j'étais pas sûr de où ça me mènerait, tout ça. Mais je me suis dit, tiens, en fait, c'est des discussions vraiment intéressantes. Il faudrait que je les partage. Donc, j'ai fait des interviews et je savais pas trop comment les communiquer. Et je me dis, sur LinkedIn, je vais faire un petit résumé de chaque interview. Et du coup, j'ai fait un peu plus de 20 interviews comme ça pour justement, le rôle derrière, c'était vraiment d'apporter une discussion la plus intéressante possible avec un entrepreneur quand il va me parler de ses sujets de financement et de sa levée de fonds. Ok, et puis ensuite tu as interviewé tout ce qui va être VC, on te m'a même interviewé oui, effectivement. Également. Et justement, donc toutes ces interviews, moi je les vois passer régulièrement, elles sont très relayées, donc c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'il y a après? Très relayé. Non, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y aura après? L'idée c'était justement d'avoir tous ces éléments, tous les éléments aussi que j'ai appris au sein de Sharpstone sur le non dilutif et je m'étais dit que ce qui serait potentiellement intéressant, c'est d'avoir un peu un livre blanc sur tout ce que j'avais interviewé, tout ce que j'avais appris sur
les premiers financements. Donc voilà, je pense que la fin de ça, on va dire l'aboutissement, ce serait un simple livre blanc sur les premiers financements. Donc l'autofinancement au début, après les premières aides publiques, donc les prêts d'honneur, BPI, etc. La première levée de fonds, parce que par définition, la plupart des entrepreneurs, c'est leur première levée, donc ils n'ont pas forcément tous les codes. Et ensuite, l'effet de levier. Ça, c'est ce que j'ai appris avec Sharpton, justement, sur comment tu fais et tu maximises ton effet de levier avec le non dilutif. Trop bien, hâte de voir tout ça. Tu l'as dit dans un post, la Startup Nation pousse à lever des fonds d'entrée de jeu, mais peu connaissent toutes les options de financement disponibles. Pour quelles raisons, selon toi? Aujourd'hui, tout ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est j'ai levé 10 millions, j'ai levé 3 millions. Donc, les gens, c'est quasiment, on va dire, une finalité pour eux. Mais je pense pas du tout que soit la bonne chose. Au contraire, je pense que les premières victoires, ça devrait être plutôt j'ai signé un client, j'ai signé 5 clients, j'ai signé 10 clients, plutôt que d'aller chercher, d'être faire la course à la levée de fonds. Je pense que c'est la course aux clients. Ouais. Et la levée de fonds est un moyen pour ça. Mais on devrait être fier de justement notre traction commerciale et pas forcément de notre levée. Évidemment, la levée est un moyen pour aller chercher ses clients, mais on devrait y aller plus facilement, normalement. On devrait aller plus rapidement chasser des clients que des investisseurs. Justement, ça alimente une réflexion que j'ai de mon côté, c'est est-ce que ce modèle actuel de VC est vraiment le bon? Est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu es plutôt positif sur l'avenir? Alors, toujours, effectivement, on va dire très optimiste de manière générale, mais aussi sur le VC. Il y a eu des années, évidemment, où ça investissait très facilement, etc. Mais je suis très optimiste sur le monde du VC aujourd'hui. Oui, il n'y a pas forcément autant d'argent qu'à une époque, mais je pense qu'aujourd'hui, les VC vont chercher des projets, ils vont être plus sélectifs, mais je pense que c'est bon. C'est bon aussi pour l'écosystème, parce que je pense qu'il y a une époque où on finançait un peu, peut-être trop rapidement. Du coup, ça a donné peut-être de l'espoir à des entrepreneurs qui n'avaient pas encore les bons chiffres, et j'en fais partie. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est plus sélectif, et du coup, il va y avoir des meilleurs... on va dire les entrepreneurs vont devoir être plus résilients, et les VC vont investir dans les meilleurs aujourd'hui. Donc je pense qu'il y aura autant de belles levées, mais il y aura peut-être que plus de meilleures boîtes. Ouais, un effet, on va dire, de sélection naturelle. Exactement. Il y aura une sélection plus drastique, mais il y aura toujours de l'investissement, il faudra toujours investir. Et je pense qu'il faudra juste dire qu'effectivement, les projets un peu plus bancals auraient pu être financés il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ok. Donc c'est une bonne chose finalement, parce que ouais. Peut-être que ça sera plus rentable aussi pour les VC. Bien sûr. Et je pense que c'est plus sain aussi d'investir justement dans des projets plus... Je pense que les VC vont chercher aussi plus rapidement de la rentabilité, et pas forcément des courses à la levée tout le temps. Okay. Et notamment, il y a du coup, ça c'est un sujet qui est intéressant, c'est justement le phénomène on va dire plutôt qui arrive sur le seed strapping. C'est-à-dire qu'en gros, tu fais une levée seed proche du bootstrap. Le bootstrap, c'est quand tu t'autofinances. Donc, tu fais une première levée de fonds en seed, et en fait, tu deviens vite rentable. Et du coup, avec cette rentabilité, justement, tu peux commencer à racheter tes propres investisseurs pour te remettre à 100% du capital. Ok, c'est malin, et ça, tu sors un peu effectivement, tu sors totalement de ce modèle VC. Ok, hyper intéressant. Aujourd'hui, tu participes à beaucoup d'événements autour de la startup et dans l'écosystème. Tu te sens à ta place dans ces événements? Ouais, déjà parce qu'il y en a pas mal que j'organise moi-même sur la partie justement vers VC, donc je me sens évidemment à ma place sur ces sujets-là. Et puis je trouve ça chouette d'embarquer, de fédérer un peu cet écosystème. Je trouve qu'il y a beaucoup de grands événements, évidemment, mais il y a peu de... Enfin, en tout cas, que j'ignore un petit peu, mais des petits événements plus informels, même plus personnels. Donc voilà, les vers VC, moi aussi, pour ça que je fais ça, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je me suis fait des amis, des amitiés. C'est qu'aujourd'hui, j'ai créé des amitiés, justement, avec ces vers VC. Oui, je pense que je suis à l'aise. Et puis, ce qui est intéressant, mon positionnement aussi dans ces vers VC, c'est que on est VC, mais je suis aussi financement non dilutif. Et un VC n'a pas forcément toutes les compétences ou les produits en tête. Et c'est là où, du coup, je peux apporter aussi quelque chose que eux n'ont pas. Et c'est ce qui m'intéresse aussi vraiment. Ouais, le but, c'est de créer une émulsion, on va dire, entre vos activités, puisque elles sont ultra complémentaires. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, de créer une émulsion, fédérer cet écosystème et passer des bons moments, tout simplement. Donc, en fait, finalement, organiser des événements, participer à des événements, c'est vraiment une grosse partie de tes missions, finalement. Ouais. Dans le reste de tes missions, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu adores au quotidien? Moi, le sens, aujourd'hui, de mon métier,
c'est vraiment de pouvoir accompagner l'entrepreneur et vraiment qu'il aille au bout de son projet, au bout de son rêve, et de lui donner les moyens de ses ambitions. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est que il y a des codes, il y a des choses, il y a beaucoup de choses sur le non-dilutif, il y a beaucoup de choses et de codes sur l'equity. Donc le financement de manière générale, c'est pas forcément son métier. Lui, son métier, ça va être de créer quelque chose de, on va dire, de renversant, de pouvoir aider des entreprises, d'apporter de la valeur. Pas forcément de connaître tous les codes du VC game, ni de la Startup Nation, ni du financement public, qui est évidemment très complexe. Moi, ce que je trouve chouette, c'est d'apporter justement on va dire cette visibilité sur cet écosystème, ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire, avec qui il doit le faire. Donc voilà, moi, c'est aujourd'hui le sens qui me passionne, c'est voilà, une fois de plus, cette ingénierie de financement, cette orchestration des différents financements au bon moment, pour que lui puisse se concentrer sur vraiment l'essentiel, son business, et apporter de la valeur à ses clients. Trop bien. Écoute, on arrive à la fin de cet échange. Pour conclure, j'aimerais bien comprendre un petit peu voilà, la suite, que ce soit pour Sharpstone ou pour toi dans quelques années, comment tu te vois évoluer dans cet écosystème? Dans l'écosystème, je dirais que je resterai certainement dans cet écosystème qui me passionne vraiment au quotidien. Plusieurs formats. Moi, ce que j'aime aujourd'hui, c'est aider l'entrepreneur, accompagner l'entrepreneur sur tous les sujets de financement. J'ai accompagné 60 entrepreneurs en 2 ans sur du pré-seed, seed, sur le financement. Ça me passionne au quotidien. J'ai l'impression, en tout cas, j'y trouve un sens. J'en ai certains qui sont ravis, certains qui ont réussi d'aller jusqu'au bout de leur levée, de leur financement public. Et ça, c'est quelque chose que je veux suivre sur les prochaines années et vraiment de rester donc dans cet écosystème du financement. Continuer d'être à côté des entrepreneurs pour les aider à atteindre leurs objectifs. C'est ça, finalement. Exactement. Aider les entrepreneurs et qui sait, peut-être relancer quelque chose un jour. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup pour les réponses à toutes ces questions. C'était hyper intéressant. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur toi parce que on te voit beaucoup, etc. Donc c'est cool de connaître un peu l'envers du décor. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Elie, et à très vite. À bientôt.